Des sommets enneigés des montagnes des Pyrénées, à plus de 2100 mètres d'altitude, d'une multitude de torrents glacés, naît la rivière Ariège. Elle commence sa descente en longeant la frontière de la principauté d'Andorre. En creux de vallée, elle s'élance en torrent furieux. Survolant les pierres et les rochers qui encombrent son lit, en eau vive, elle dévale plus de 1500 mètres jusqu'à Foix, la préfecture du département qui porte son nom. Dans sa zone de piémont, large de 20 à 50 mètres, aidée par ses nombreux affluents, elle est devenue une rivière puissante. De sa source à sa confluence, elle a parcouru 163 km. À quelques coups de ligne de Toulouse, elle vient à son tour, en affluent sage, enrichir les eaux de la Garonne. Dans le delta de l'Ariège, les prélèvements d'alluvions ont été si importants que les lits de la rivière et du fleuve se sont profondément enfoncés. Les énormes trous des anciennes extractions de granulats sont devenus des étangs surplombant les eaux qui les bordent. André Thill et Jean-Claude Trébosque s'en vont à la pêche au brochet dans ces étangs qui étaient autrefois le lit de l'Ariège. On appelle ça la générale. C'est une eau libre sans lettres. C'est alimenté, mais il n'y a pas de sortie. La sortie, elle se fait par infiltration. Il n'y a presque plus d'eau là maintenant. Bon, les bras morts n'existent plus maintenant. Il faudrait recréer les bras morts. Nous n'avons plus de reproduction maintenant de brochets. S'il y en a un là, en dessous de la touffe là. Tout ça me fait de la ségo. Il va sortir là, quoi. À côté de la souche là aussi. Ça nage mieux que ça. Ouais. Parce que ça, Oui, voilà, ouais. En plus, ça fait des reflets, quoi. Mais ça c'est plombé alors. Et Ah oui, les bredouilles on les compte plus, vous savez. On les compte plus maintenant. Si le plaisir de la pêche commence par de grandes promenades au bord de l'eau, la force du pêcheur, c'est son obstination. Le brochet se fait attendre. Le charme d'une petite brise qui se lève amenuise l'espoir d'une touche. ici, c'est le vent d'automne. Et en principe, quand il s'arrête, nous amène la pluie. Un coup de vent pour revenir vers le pied de la chaîne des Pyrénées. Avant de retrouver l'Ariège et les eaux douces de son enfance, le saumon atlantique remonte près de 400 km sur l'axe Garonne. Ensuite, il prend l'axe Ariège, il fait encore 50 km pour arriver sur une des premières zones potentielles frayères. Mais c'est vrai que l'intéressant des potentialités frayères sont situées encore beaucoup plus à l'amont, au moins 50 km à l'amont. D'ailleurs, le cours d'eau, la rivière Ariège est classée cours d'eau à saumon jusqu'à sa confluence avec l'Aston, c'est-à-dire à 40 km au-dessus de Foix. Et c'est effectivement cette zone-là qui serait vraiment potentiellement la plus intéressante. Pour l'instant, le barrage de la Barre n'est pas équipé en passe à poisson. Alors c'est vrai qu'il ne remonte pas en nombre suffisant pour permettre la pêche et toute autre activité sur ce saumon, mais c'est vrai qu'il a commencé son cycle il a retrouvé son cycle biologique, disons. Le saumon, c'est le baromètre de la pollution des eaux. S'il remonte, c'est que l'eau est de bonne qualité. Déjà, à l'évocation de ce poisson, les yeux des pêcheurs scintillent de mille feux. Ils défendent la qualité que ce soit du poisson lui-même ou la qualité des rivières. De nombreuses actions sont menées dans le département, certaines sont assez novatrices en ce qui concerne les réintroductions d'espèces. On a évoqué le problème saumon, on pourrait aussi évoquer le problème de l'écrevisse indigène, où ici on est sur une zone d'ailleurs où l'association de pêche locale a une action prépondérante dans la remise en valeur de cette espèce. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se disait « Ma foi, c'est la première fois que je vends du foie dans la ville de Foix ». Cette comptine a bercé des générations entières d'écoliers et contribué à rendre célèbre Foix la plus petite des préfectures de France. Ici commence la haute vallée de l'Ariège et la montée vers les montagnes pyrénéennes. L'origine du mot Ariège viendrait du gallo-romain origera, qui signifie celle qui contient de l'or.
Au XIXe siècle, entre Foix et Pamiers, la fortune venait des paillettes d'or. Aujourd'hui, la vraie richesse, c'est l'eau. Dans la Haute-Vallée, l'Ariège et ses affluents alimentent 18 barrages EDF, dont 9 figurent dans la catégorie des grands barrages de plus de 20 mètres de haut. L'ensemble de ces ouvrages représente une capacité de stockage en eau de 195 millions de mètres cubes. Sans lit, sans galets, sans rives, sans poissons ni insectes, la précieuse rivière est conduite, forcée et turbinée à travers ces montagnes. Ces eaux dirigées alimentent 18 centrales EDF, placées en cascade jusqu'en amont de Foix, au barrage de Garabet. 3 400 000 mètres cubes d'eau se décantent là. Le barrage produit 150 millions de kilowattheures par an et l'Ariège stoppé y dépose ses limons, son sable, ses galets et aussi sa vie de rivière naturelle. La douce musique de l'eau qui coule s'arrête là. En aval, les utilisateurs de la rivière s'inquiètent des énormes quantités de sédiments stériles stockés dans ces retenues. La loi, elle nous oblige tous les 10 ans à procéder à une vidange complète des ouvrages. Alors ces vidanges ont plusieurs buts. D'abord le premier, c'est de visiter l'ouvrage, c'est-à-dire pour vérifier la tenue de l'ouvrage, des parties immergées qui d'habitude sont inaccessibles, et surtout également pouvoir procéder aux travaux d'entretien. L'abaissement du plan d'eau révèle aussi la face cachée de ce miroir brillant, le lit originel de la rivière noyée. 10 ans de dépôt, 10 ans de sédimentation, 10 ans d'accumulation, un concentré de la vie d'une rivière retenue. Pour limiter l'impact généré par ces vidanges décennales sur l'environnement, un concept a pris corps, la transparence. L'idée de la transparence, c'est de déstocker ces matériaux lors des crues et mieux encore de ne pas les stocker, puisque lors de la transparence, on tente d'ouvrir en grand les vannes du barrage et pour rendre à l'Ariège son aspect naturel. Donc à ce moment-là, on obtient un écoulement torrentiel et donc tous les sédiments qui sont en suspension transitent à travers le barrage. Ça ne peut pas être fait n'importe où. Il faut des barrages qui correspondent aux caractéristiques, c'est-à-dire qu'il faut des barrages qui soient en général des barrages de basse vallée, avec des capacités faibles. Le barrage de Garabet a été mis en service en 84-85, donc on peut dire que c'est un barrage neuf, et il est intéressant pour tout le monde de maintenir sa capacité. Pour le moment, les transparences, c'est une étude qui est en cours, qui a été, en ce qui concerne ces ouvrages-là, décidée en 1996 pour une durée de 5 ans. Et c'est au terme de l'étude de 5 ans qu'on verra si ce type de gestion est adapté à ces ouvrages-là. Et donc depuis 1996, nous avons pu mener 2 opérations de transparence, une en décembre 1996 et une en mai 1999. Les autres années, malheureusement, nous n'avions pas eu les conditions de débit requises. C'est les scientifiques qui, au travers de tous les relevés qui vont être faits et qui sont suivis donc depuis déjà 4 ans, pourront nous dire si ce mode de gestion est avantageux par rapport au vidange. Sur les 10 premiers kilomètres à l'aval du barrage de la Barre notamment, sont réparties un certain nombre de stations qui permettent en fait de prélever et donc de visualiser la situation à différents niveaux de ces peuplements. Chaque fois qu'on ouvre des vannes pour vider un plan d'eau, ce débit se surajoute au débit naturel, de telle sorte qu'en fait il y a une augmentation plus ou moins brutale, et c'est dans la vitesse finalement d'abaissement du plan d'eau qu'il peut y avoir des risques vis-à-vis du milieu naturel. Les matières déstockées, lorsqu'elles sont très concentrées, arrivent avec des vitesses de courant finalement relativement élevées en rapport avec le débit de crue, à décaper le substrat. Ce faisant, en fait, toute la matière première qui amorce la chaîne alimentaire des animaux aquatiques, dont les poissons sont le maillon qui nous intéresse particulièrement, se trouve en fait amoindri. Bon, alors on a pu à certaines occasions voir qu'il y avait des dégradations. Ces dégradations sont liées par exemple au colmatage des zones de frayère par disparition des juvéniles ou de certaines espèces inféodées au substrat. Ces dégradations, pour autant,
peuvent ne pas être permanentes. Donc l'étude devra déterminer si toutes les espèces se maintiennent, si des espèces issues de la retenue ne viennent pas émigrer dans des zones où en fait elles n'ont pas de devenir. D'autres impacts liés à l'agriculture intensive et au transport de fines arrachées en fait, aux zones arables ne permettent pas en fait, de faire le distinguo entre ce qui reviendrait à la transparence et ce qui est de l'ordre en fait, d'un impact général lié à la gestion des sols. L'idée nous a séduit dans un premier temps dans la mesure où effectivement ça rétablit, je dirais, un phénomène naturel. On pense que c'est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant pour nous EDF, pour ne pas avoir à mener une vidange décennale qui est pénalisante pour l'environnement. Et on pense, mais peut-être on se trompe, que c'est intéressant aussi pour l'aval, puisque la transparence se fait avec de forts débits, donc la capacité de dilution des sédiments est beaucoup plus forte. L'avantage de procéder à des transparences, c'est pour nous, pour EDF, c'est qu'on peut préserver, en faisant ce type d'opération, un maximum de capacité de la retenue. Le problème reste dans l'accumulation passée de stocks sédimentaires dans les barrages. Dans la mesure où on ne maîtrise pas ce qui sort de la retenue, on déroge au principe. Et on le voit très bien, les transparences qui se passent bien, c'est des transparences qui déstockent très peu de matériaux. Le naturel de la rivière qui roule des eaux rapides laisse une place aux pêcheurs amoureux. Au Pont du Diable, en contrebas du village de Montoulieu, grand connaisseur des rives et des berges, Jean Argenoskov remonte lui aussi l'Ariège à petits pas. Si vous commencez le matin de bonne heure, vous pouvez faire, je ne sais pas moi, 2 ou 3, 4 km, facile. Ah oui, oui. Au bas de sa ligne, un appât magique et efficace lui permet d'approcher les truites doucement. Je pêche au verron casqué. En principe, on doit pêcher les courants. Alors là, vous avez des attaques franches. Soit qu'on la manque, ou alors là, elle est prise d'office. C'est une technique efficace. Alors, une canne très rigide, le crin qui ne présente pas d'élasticité, et quand vous avez une attaque, automatiquement, là, en dandinant, elle est ferrée. Et vous n'avez pas besoin de ferrer, elle se ferre d'elle-même. Alors là, c'est une pêche très sportive. C'est une pêche qui, vous voyez, vous sondez un coup, un courant. Vous pêchez un courant. Il faut, au premier passage, si vous n'avez pas de touche ou vous n'avez pas de truite, il faut continuer. Ce n'est pas la peine d'insister. Ce n'est pas la peine de relancer de nouveau le verron. Et bon, elle n'a pas attaqué, ce n'est pas la peine. Alors, vous changez d'endroit, vous faites un autre courant, et puis vous faites, etc. Et plusieurs coups comme ça, ce qui vous permet de marcher énormément. Une pêche qui est, pour moi, elle est très sportive par rapport à la pêche à la mouche et la pêche au toc. Vous marchez beaucoup. Hop. Bon, je la ramène tout doucement pour la fatiguer. Dans le courant, elle se fatigue plus facilement qu'en eau calme. Je ne veux pas que je l'abîme. Voilà. Elle va s'en aller. La truite de l'Ariège se pêche au verron. Elle se pêche aussi à la mouche. C'est une mouche, je dirais, de base quoi, pour une rivière comme ici, comme l'Ariège, où il y a un peu de gris, un peu de roux mélangé. Une mouche assez attractive, quoi. Et donc on va essayer avec ça. Des éclosions, il y a différents insectes, il n'y a pas que ça, mais bon, la base, ce sont ces couleurs, quoi. Si les truites sont dehors, honnêtement, toutes les mouches marchent. On peut sélectionner, bon, mais on joue surtout avec la taille de la mouche, la grosseur de la mouche.
On va essayer de s'adapter par rapport à l'activité du poisson. Devant le caillou, vous voyez par exemple là c'est un poste à truite. S'il y a une truite, elle est là. On a l'habitude, on connaît bien la rivière et on sait qu'elle est là. Pêcher l'eau, c'est pas très intéressant. Il faut essayer de trouver des gobages, essayer de voir si le poisson est actif, quoi. Voilà. Il y a plusieurs années de ça, bon, c'était les paniers pointus qu'on appelait. Maintenant, vous savez, quand vous avez pris 2 poissons, c'est fabuleux, quoi. C'est une passion avant tout. Ah voilà. Ah, elle est belle. Oh, elle est belle. On va encore l'épuiser d'un coup. Ah, elle est jolie, un poisson de 30 facilement. C'est bien. Je vais la décrocher. Elle va repartir dans son aliment. Ah, le premier plaisir déjà, c'est d'être au bord de l'eau ou dans l'eau comme moi, mais déjà c'est le premier plaisir, surtout avec une journée comme aujourd'hui. Bon, ensuite, c'est sûr que quand le poisson est au rendez-vous, c'est encore mieux, quoi. Allez. Dans la haute vallée de l'Ariège, le torrent du Mougouillou rejoint la rivière au village de Mérins. La remontée se poursuit à plus de 1200 mètres d'altitude, où d'autres animaux côtoient les marmottes. C'est une race locale de chevaux ariégeois, ils s'appellent les chevaux de Mérins. Ce sont des chevaux qui sont particulièrement adaptés à leur travail et à leur milieu où ils ont toujours évolué, c'est-à-dire la montagne. Et donc en fait ces caractéristiques, ce sont des chevaux qui sont assez petits en fait, qui sont extrêmement robustes. On le voit à la forme à leur croupe, etc., à la massivité de leur croupe. Donc c'est des chevaux qui étaient faits pour le travail, pour faire pour aider, si vous voulez, les agriculteurs essentiellement au travail en montagne. Et donc ils étaient polyvalents, extrêmement polyvalents. Ce qui fait que peut-être que la sélection a fait qu'on a un cheval qui est de cette forme-là, quoi, en fait. Enfin, avec ce corps-là et ces aptitudes, en fait. Il faut savoir qu'il a un pied qui est très sûr. La tache blanche qu'on a sur le front, si vous voulez, c'est un peu comme leur carte d'identité. Il y a des chevaux qui n'en ont pas, il y a des chevaux qui en ont, et ceux qui en ont, en fait, quand on la reconnaît, on sait exactement qui est qui. Parce que c'est vrai qu'ils sont doux, de manière générale, ils sont dociles aussi, ils sont courageux. Enfin, a priori, ils ont toutes les vertus, quoi. Mais c'est vrai que de fait que c'est un cheval de montagne qui a toujours travaillé dans des conditions assez difficiles, donc c'est un cheval qui est rustique et qui a effectivement un bon caractère parce qu'il est polyvalent. Ouais, il m'a essayé de m'attraper la main. Maintenant, sa grande finalité, c'est la randonnée. On ne peut pas élever du Mérins, à mon sens, sans faire la montée en estive chaque année, en fait. C'est un mode d'élevage qui est commun à toutes les montagnes. D'un pas sûr, le randonneur se dirige vers son coin de pêche, un lac de haute altitude. Le dada du pêcheur, c'est d'attraper des truites. La recherche de l'appât idéal nous transporte vers les plus hauts sommets de la malice et de l'ingéniosité. Une petite pause dans le torrent du Mougouillou. Ce ruisseau, le vert, c'est l'idéal. De toute façon, l'asticot est interdit. Il y en a qui pêchent à la teigne, mais la teigne, je n'aime pas. Je préfère le vert, et j'ai tout le temps fait des pêches. Il y a 50 ans que je pêche dans ce coin. C'est mon coin, ça, c'est mon fief. Ah là, c'est mon fief. Moi, j'adore. Puis bon, le site, j'aime le coin. Qu'il pleuve, qu'il vente, je viens à la pêche ici. Qu'il fasse bon, c'est tout. Je prends du poisson, je suis content. J'en prends pas, je suis content aussi. Certains appâts naturels ne payent pas de mine. Il faut les essayer quand même. Ils peuvent peut-être réserver des surprises. Faut pas le dire. C'est promis. Une truite. Ah, ça c'est des vrais, hein. Vous voyez avec les poings. Dans les ruisseaux de montagne, on n'attrape pas des masses. Hein. C'est les meilleurs. Hein. Vous voyez les points rouges qu'elles ont, comme elles sont belles. Hein. Ici, son nom, c'est le lac du Comte.
Bon, disons que celui-là, on est à 1750 mètres d'altitude. Bon, il faut commencer à être déjà un petit peu sportif. Alors, vous voyez que dans ce lac, il y a beaucoup de vairons qui ont été lâchés par les pêcheurs de vairons de plus en plus et qui ont proliféré maintenant dans tous les lacs. Donc la truite trouve une nourriture tout à fait adaptée pour elle, là. Elle est belle. Et puis elle est très bonne. C'est surtout ça. Parce que je pêche, mais je le mange, le poisson aussi. Et la truite, elle se jette sur le verron. Il y a 2 tridents sur le verron, elle s'accroche. Ouais, verron mort, c'est une technique au verron, maniée. Donc pêcher avec le reste, ça dépend du bon vouloir de ces dames. Hein? Mais là, je vais essayer à la cuillère numéro 2 qu'on appelle, la MEPS qu'on appelle couramment. Et je vais essayer ce que ça donne, quoi. Oh Dieu, tiens. Là, j'ai gagné le cocotier. Vous savez, la ferraille, je crois qu'elles en voient passer toutes. Elles commencent à connaître un petit peu la musique. Il ne faut pas pêcher tout le temps la même chose. Donc on peut pêcher, vous voyez, on peut pêcher avec des plumes. Donc c'est très sensible, donc avec des appâts naturels, que ce soit les vers, les teignes, donc les popotes ou des cuquettes. La truite, elle peut arriver à manger n'importe quoi. Quand elle a faim, on pourrait l'attraper avec n'importe quoi, avec du chewing-gum. Mais quand elle ne veut pas mordre, c'est là où ça devient délicat de pêcher. Heureusement que ces dames sont capricieuses un peu, comme nous. Je crois qu'elles s'adaptent un peu comme l'être humain. Nous, on est malins, mais elles aussi, voilà. C'est bon. Et je veux dire, quand on voit un site comme celui-ci, on a envie de dire, bon, je sais qu'il y a du poisson, et je sais qu'on y mange bien, on peut faire des bons petits casse-croûtes. Bon, mon apéro est roule. Et l'apéro, c'est fini, mais là, on attaque. Là. Allez.